Bonjour, je suis Ismail Cherkaoui, cofondateur de Hub Advisor, société de stratégie, de veille et d'acculturation digitale. Notre métier est d'aider les dirigeants d'entreprise à transformer leur organisation pour la rendre plus agile, customer-centric et data-driven. Pour apporter des réponses concrètes à notre communauté de dirigeants, nous interviewons tous les mois des pionniers du digital qui nous partagent sans langue de bois leurs réussites, leurs échecs et aussi les leçons qu'ils ont pu tirer. Dans nos interviews, on parle de choix technologiques, d'organisation, de transformation de la culture. Si vous êtes intéressé par des retours d'expérience concrets et pragmatiques, n'hésitez pas à suivre nos contenus. Bonjour à tous. Bonjour Maxime. Bonjour. Ok, top. Parfait. Tu vas bien? Oui, très bien. Top. Ravi de t'avoir en ligne. Merci beaucoup pour le temps que tu nous accordes. Je sais que tu es très chargé en ce moment et c'est hyper appréciable de t'avoir en ligne aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Top. On va pouvoir démarrer. Moi, ce que je mise beaucoup sur les retours d'expérience concrets, et c'est pour ça qu'on a décidé de t'inviter, Maxime, et je te remercie encore de nous accorder ton temps. Je vais te laisser te présenter, mais peut-être juste pour dire pourquoi on a décidé de te contacter. On a vu ton évolution assez rapide au sein du Crédit Mutuel Arkea, le fait que tu étais devenu Chief Data Officer en peu de temps et assez jeune, en plus, qui est encore assez atypique. Et donc, pour toutes ces raisons, on voulait connaître un petit peu mieux ton parcours, quelques secrets, quelques conseils et quelques retours d'expérience sans langue de bois. Merci beaucoup, Maxime. Je te laisse te présenter. Merci Ismail. Alors moi, mon parcours, moi je suis issu d'une formation double diplômante en informatique avec l'INSA de Rennes et puis ensuite en master en statistique et économétrie avec l'université de Rennes 1. Et en fait, c'est un petit peu justement ce qui a drivé du coup la suite du parcours avec toujours cette difficulté à savoir si j'étais plus côté mathématiques ou plus côté IT. Et au final, avec la data, on arrive à être sur les deux sujets. Alors, après ces formations, j'ai commencé ma carrière chez Decathlon, dans le nord à Lille, et où au final j'ai beaucoup appris vraiment sur l'aspect culture, management, et ça a vraiment, ça a vraiment été un super lancement. Alors là, j'étais parti plutôt, en fait, sur les dernières années, j'avais mangé beaucoup de mathématiques, de statistiques, et je voulais vraiment voir la donnée en entreprise concrètement. Et donc, j'avais rejoint plutôt sur les fonctions de business intelligence et aux prémices du coup du big data. Ensuite, je suis parti du coup sur Londres pendant globalement 2 ans, avec 2 expériences qui m'ont pas mal apporté aussi. Une première au Télégraphe, où là, c'était vraiment repartir sur les métiers vraiment de la data science, et aller travailler en direct avec des métiers sur des cas d'usage. Et au final, beaucoup appris sur la première expérience parce qu'au final, c'était là où j'étais la première fois confronté aux problématiques vraiment d'organisation, et de se dire: «Attention, si on lance un pôle data science et qu'on le fait trop tôt et que les métiers sont pas suffisamment embarqués, bien ça va potentiellement être assez délicat». Et ça a été un bel apprentissage aussi du côté du Télégraphe. Et puis ensuite, je suis parti chez Virgin dans le cadre d'une start-up qui était hébergée par la holding, et où là, au final, environnement start-up, c'est-à-dire j'étais à la fois très en proximité du coup des cas d'usage et également sur le volet évolution du coup de la plateforme data, puisque j'étais en responsabilité de tous les sujets qui touchaient de près ou de loin à l'exploitation des données. Et puis, au final, après ces 3 expériences, je souhaitais revenir en France et en Bretagne, notamment. Et puis, ça faisait quelques années que j'avais vu qu'il y avait un acteur qui faisait déjà pas mal de choses en matière du coup d'exploitation de données, en l'occurrence le Crédit Mutuel Arkea. Au final, du coup, j'ai accepté du coup de les rejoindre, justement pour répondre à cet enjeu qui était maintenant, maintenant qu'on a un socle technologique assez mûr, comment est-ce qu'on va travailler justement les cas d'usage, la transversalité, et cetera? Top. Parcours hyper riche. Moi, ce que j'ai noté, effectivement, c'est que tu es issu du monde de la stat à travers tes études. Tu as eu l'expérience des grands groupes avec Decathlon. Tu as eu l'expérience de la startup et tu as eu une expérience à l'international aussi. Donc, je sais qu'il y a des participants qui sont un petit peu plus jeunes. Donc, c'est vrai que si vous arrivez à allier grand groupe, startup international, effectivement, ça ouvre le champ des possibles.
Et c'est ce qui t'a permis d'atterrir dans un groupe ambitieux en 2016, le Crédit Mutuel Arkea. Est-ce qu'on peut se plonger au moment de ton arrivée, s'il te plaît? Tu peux nous dire, à l'époque, quand le Crédit Mutuel Arkea te recrute, qu'en est-il de la data chez le groupe et pourquoi toi, tu as décidé aussi de les rejoindre et sur quelle mission? Mmh. Alors, je pense qu'il faut, revenir même avant justement la Oui. partie, du coup recrutement et c'était notamment du coup, lorsque je travaillais du coup chez Decathlon sur l'aspect, du coup environnement de données et aux prémices du coup du big data et au final, quand on travaillait sur ces sujets-là, on savait qu'il y avait un acteur français qui avait, déjà mis en place, sa cellule. Alors c'était une cellule très, heu, technique, hein, technologique. C'est les premiers environnements Hadoop, hein, donc les premiers environnements big data et qui l'avaient fait, du coup, sur leur propre, data center et qui montrait une certaine, du coup, maturité vis-à-vis aussi, du coup, du marché et globalement, ça m'avait toujours, fait penser qu'il y avait quand même un acteur à la pointe du Finistère, qui en matière d'exploitation de données et sur le socle technologique était plutôt bien avancé. Et donc, quand j'arrive, au sein du groupe, effectivement, il y a une belle maturité déjà, sur la partie, plateforme data, un environnement qui est mature aussi parce que, je rejoins du coup le secteur bancaire et un secteur qui est quand même, particulièrement mûr sur, la mise en qualité, les process de gestion de données et cetera. Hem donc de ce point de vue-là, vraiment plutôt très emballé et ce sont des environnements qui sont confortables quand il s'agit ensuite d'aller développer du coup les usages. Bon, pour autant, il n'y avait pas forcément du coup de fonction transverse, et donc de synergie pour aider au développement du coup des cas d'usage. Donc autant, avec la structure Data Lab qui avait été mis en place à l'époque, c'était vraiment un accompagnement sur comment est-ce que j'exploite cet environnement technologique et qui est mis au service des différentes entités du groupe. Ça adressait vraiment le périmètre de l'exploitation des technologies et pas forcément sur comment est-ce que je vais identifier un cas d'usage, comment est-ce que je vais le mettre en œuvre, comment est-ce que j'ai cette logique aussi d'itération et cetera. Voilà, quand je suis arrivé du coup dans le groupe, quel était, globalement l'état, d'où en était la data, à l'époque. Ouais, c'est hyper intéressant. Je sais qu'on a pas mal de chief data officers dont l'enjeu principal est le recrutement. Et toi, jeune talent à l'époque, en 2016, ce qui t'a attiré, c'est la techno, en fait. Si je résume, c'est comme ça qu'en fait, tu les avais dans ton radar Alors et ouais, OK. c'était pas c'est non, mais c'est intéressant, c'est-à-dire que OK. c'est pas tant la techno que le OK. fait de dire, au final, l'enjeu technologique ne sera pas forcément, enfin, il y a encore Bien sûr. aujourd'hui, on a une roadmap sur la plateforme data qui est conséquente, mais c'était plutôt de dire bon, il doit quand même y avoir un 1er niveau de maturité qui va faire que, sur les premières étapes, on va pas prendre non plus trop de temps. C'était quelque chose D'accord. que j'avais vécu notamment, au Télégraphe où, là, au final, on avait recruté des data scientists de manière, peu isolée dans une direction. En l'occurrence, c'était, au Télégraphe, c'était dans une direction du coup marketing et sauf qu'en fait, les composants socles, technologiques n'étaient pas encore suffisamment matures. Donc, voilà, on avait peut-être brûlé quelques étapes, voilà et là, je savais que, probablement, que ça n'allait pas être le cas. C'est C'est plutôt un aspect intéressant. d'enjeu, voilà. C'est intéressant. En fait, chez HubAdvisor, nous, on fait la différence entre 2 streams. On appelle, un premier stream qu'on appelle, data ready for business, c'est-à-dire d'avoir les outils, techno, data pour pouvoir faire du business et le deuxième stream, c'est ce qu'on a appelé business ready for data. C'est, les cas d'usage, l'évangélisation, la data littératie qui fait que les business peuvent, adopter la data. Toi, tu avais choisi le groupe Crédit Mutuel Arkea parce que tu t'es dit: «En termes de fondamentaux, entre guillemets, data, voilà, ils sont là et là, on est au stade où on va vraiment avoir un impact business» et c'est ce qui t'a intéressé toi? C'est exactement ça, c'est tout à fait ça, avec, encore une fois, hein, quand j'arrive du coup dans l'organisation, il y a évidemment des entités qui exploitent, déjà la donnée, que ce soit pour des problématiques, de risque de conformité, des problématiques marketing. Mais, avec ce nouveau socle, on sait et globalement même une évolution du marché qui fait que on sait qu'il y a beaucoup de choses encore à faire et à produire et aussi du coup on peut tirer profit du coup de nouvelles compétences, hein, sur, voilà les capacités offertes par le machine learning, le deep learning et cetera. Donc c'était vraiment du coup de développer ça. Écoute, c'est intéressant. Alors je vais me faire, entre guillemets, «le relais», des chief data officers avec lesquels je parle actuellement et ils sont, très souvent dans ce stade-là. Donc il y en a beaucoup qui nous disent: «Bah, nous, on a, les fondamentaux, de la data, on a parlé de la data et puis il y a mon président, ma présidente
qui est assez emballé sur le fait qu'il faut plus de data. Mais là, on est au stade où, voilà, il faut faire. Et donc, toi, tu as connu ce stade-là. Typiquement, quand tu arrives en 2016, donc je comprends, il y a la possibilité de faire des premiers cas d'usage. Par où on commence? Alors, je me trompe peut-être, mais j'imagine que tu multiplies les rendez-vous et puis on peut faire plein de choses, il y a plein de métiers différents, etc. Comment toi, tu as réussi à structurer une stratégie ou tes différents projets? Alors, quand j'arrive dans le groupe, hein, et en tant qu'entité transverse, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un enjeu de, justement de réussir à avoir ces premiers cas d'usage Ok. et ensuite quand on en a un, on se focalise dessus parce qu'il faut, justement il faut transformer. C'est-à-dire qu'il y a 2 choses dans la transformation. C'est, montrer comment est-ce que la donnée permet, et ces nouvelles techniques du coup de machine learning, d'IA ou ces nouvelles formes de valorisation de données d'une manière générale, permettent de penser la problématique de manière différente et apporte de la valeur. Donc, et ça, il en faut quelques-uns, mais deux, trois, on va dire, parlants peuvent suffire. Et ensuite, c'est assez rapidement enchaîné en disant, bon, voilà, si on veut aller un peu plus loin, il faut quand même réussir à faire aussi, du coup, d'autres recrutements sur ce type de compétences, plutôt des compétences, là, pour le coup, data scientist, et qui travaillaient en étroite collaboration avec des data engineers, des data architectes, donc plutôt le volet tech, parce que en parallèle de ce développement du coup des cas d'usage, il faut aussi continuer à faire évoluer du coup notre plateforme data. Donc ça, c'est un point important. Donc voilà, la notion du coup de cas d'usage reste quelque chose, à mon sens, de très important. Alors ça dépend aussi du coup des cultures des organisations, mais là, l'enjeu, c'est quand même quand on doit parler concrètement. On peut se dire oui, effectivement, la data est créatrice de business, etc., ou va me permettre d'améliorer mes fonctions support, mais tant qu'on n'a pas les cas qui sont mis concrètement en œuvre et qui permettent de l'illustrer, eh bien, voilà, on n'arrive pas à transformer et à embarquer. Je comprends. Comment s'est passée la priorisation de ces cas d'usage? Ah mais aujourd'hui, en fait, c'était la priorisation. On n'a pas eu tant de problématiques que ça dans la capacité à faire. C'est-à-dire que, heu, et c'est un peu, un des enjeux qu'on peut retrouver en tant qu'entité transverse. Alors, c'était particulièrement vrai au départ. Maintenant, c'est un peu différent, avec la mise en place, du coup, de la structure data office. Mais, il y a un enjeu important de, communication sur ce qui est mis en œuvre, et aussi ce rôle un peu de business owner, au sein du groupe, pour aller chercher les bonnes entités, les bons sponsors, et donc aller identifier les cas d'usage qu'on va pouvoir travailler. Et ça, aussi surprenant que ça puisse paraître, ça descend pas forcément au départ, en tout cas naturellement, et donc voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête. Il faut aller les chercher, ces cas d'usage. Alors après, il y a des méthodologies, hein, qui se mettent en place sur amener des ateliers d'idéation avec des entités, où on va regrouper des experts plutôt data, donc qui venaient du Data Lab, maintenant du Data Office, avec des entités métiers, et où on travaille en partant bien donc on explique un peu les cas d'usage qu'on a pu mener. On essaye de faire parler beaucoup des problématiques ou du métier au quotidien, des gens avec qui on va échanger. Puis ensuite, on essaye d'identifier un peu les 4-5 sujets prioritaires qu'on pourrait mener. Et donc ça, c'est typiquement des bonnes façons, et ça nous prend en général une demi-journée, d'aller identifier du coup des cas d'usage. Et quand on identifie ces cas d'usage, on en profite aussi pour passer quelques messages en disant, voilà, là, il y a une idée en se disant, bon, on pourrait faire ça avec la data et à horizon 2-3 ans, c'est ça la cible qu'on vise. Maintenant, concrètement, c'est quelles vont être les premières choses à mettre en œuvre? Est-ce qu'on n'a pas un premier lot qu'on réussit à lotir et à développer ensemble? On s'accorde sur le fait que ce soit du coup le sujet prioritaire de synergie. Et comme ça, en fait, on met petit à petit le pied à l'étrier. Ça, c'est une des modalités, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Merci beaucoup, Maxime, c'est hyper intéressant. Tu as parlé d'atelier et d'idéation. Moi, ça me fait penser à un mot qui est celui de l'innovation. Oui. Et si je me trompe pas, tu étais rattaché à la direction innovation? Alors en fait, en gros, donc on a une direction des études qui va gérer du coup les projets, enfin, comment dirais-je, des différentes entités du groupe, hein. Crédit Mutuel Arca, juste, donc c'est le Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest, et une quarantaine de filiales spécialisées. Donc on a vraiment des métiers très très variés. Et donc on va travailler à la fois avec des directions centrales, avec des filiales. Et donc, la direction des études adresse les projets informatiques globalement des différentes verticales. Et en fait, on avait deux structures, le Data Lab et le service innovation, qui étaient deux structures qui avaient des
des problématiques ou un mode de fonctionnement similaire dans le sens où eh bien, elle devait travailler en transverse avec différentes entités métiers et différentes entités, comment dirais-je, informatiques également. Parce qu'il faut bien voir que nous, aujourd'hui, on gère vraiment ces deux aspects-là, la partie relation avec différentes entités métiers et relation avec différentes entités aussi informatiques. Ben, ces deux services ayant, comment dirais-je, des modes de fonctionnement assez similaires et surtout, on voyait de plus en plus de sujets innovation qui avaient des composantes data et à contrario, pas mal de sujets data sur lesquels on avait besoin d'aller plus loin en matière d'UX et d'intégration dans les produits. Au final, on a décidé du coup de les regrouper dans un même département il y a 3 ans maintenant et qu'on a appelé le département innovation IA. En gardant toujours aussi cette compétence, donc le Data Lab est devenu une IA Factory et l'accompagnement qui était fait sur les sujets, on va dire plutôt de data architecture, on a créé un autre service qui était le service, qui est le service du coup data architecture. Donc on avait ces trois grandes missions qu'on a regroupées et puis ensuite bon, on a mis en place le Data Office parce qu'il y avait d'autres enjeux. Mais ouais, je Bon, voulais revenir. c'est hyper intéressant. Je vais expliquer pourquoi j'ai vraiment mis l'accent sur le terme innovation. On oppose, moi, ce que je vois, on oppose souvent la data et l'innovation. Dans le sens où je parle beaucoup avec pas mal de chief data officers qui nous disent ouais, nous, on veut surtout pas être l'innovation. Parce que nous, on n'est pas dans l'exploratoire, on Ouais. veut délivrer. Donc, on oppose les gens, entre guillemets, qui délivrent et les gens d'innovation qui sont des gens qui think, qui font du design thinking et tout ça, ça débouche à rien. Ils font des POC et c'est pas nous, en fait. C'est pas ce qu'on veut être. Et Et, ça, c'est. et Non, mais ça, toi, c'est. tu vas, ouais, c'est l'histoire que tu me racontes en résumé, c'est que vous êtes appuyé sur l'innovation et des méthodes d'innovation Alors, pour arriver à aller vers les cas d'usage data. il y a plusieurs points. Je vais essayer de faire quand même assez Ouais. synthétique, mais en fait, et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que d'un point de vue innovation, c'est vraiment ancré du coup dans l'ADN du Crédit Mutuel Arca et pour cause, on a aussi du coup un des 14 comités de direction générale qui est dédié à l'innovation, donc qui est une super vitrine pour aller mettre en avant du coup les sujets, les cas d'usage qui sont adressés. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc, bah, il y avait un intérêt, puisqu'au final, il y avait de plus en plus de sujets data et IA qui intégraient, on va dire, ce comité-là. Donc ça, c'est important. L'autre point important, c'est la notion du coup d'expérimentation, qu'on retrouve aussi sur le début des sujets IA et qu'on peut retrouver aussi pas mal dans des sujets du coup d'innovation, évidemment. Mais l'expérimentation, elle a quand même, et je trouve qu'aujourd'hui, on l'oublie assez souvent, pas mal de vertus sur le fait d'aller explorer un sujet pour se faire des convictions sur le fait, sur la pertinence d'aller plus loin ou pas. Quand on va dire, je vais prendre un exemple sur les aspects bots. Alors maintenant, avec le recul qu'on a, on serait en capacité de peut-être de prendre des décisions plus rapidement, mais au départ, quand on se dit, tiens, est-ce qu'il serait pertinent du coup de mettre en place un bot sur tel service, hein, que ce soit du service au client, du service même en interne, il y a au final, il y a quand même des convictions à se faire sur quel est le niveau de pertinence du coup d'un bot sur telle ou telle thématique. Et a priori, c'est compliqué de le savoir, surtout quand on n'a jamais mis en place ce genre de solution. Et donc oui, au départ, il y a un volet d'expérimentation, mais si c'est bien mené, ça peut donner lieu ensuite à la mise en production. Et alors effectivement, je pense qu'en 2018-2019, alors moi j'ai rencontré beaucoup de sociétés qui venaient me rencontrer avec beaucoup de certitude sur le fait de dire, bon, vous êtes comme toutes les boîtes, vous êtes encore sur des sujets, en fait, il y a plein de POC qui sont réalisés, et puis il n'y a rien qui part en production. Je dis, ben non, alors effectivement, on continue à faire de POC, et c'est pas une tare en soi, parce qu'il y a beaucoup de vertus en fait aussi derrière ces expérimentations. Par contre, on a aussi beaucoup de sujets qui partent en production. Et je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. Euh, Par contre, effectivement, il y a peut-être eu une période sur laquelle on avait trop de POC et trop peu de transformation. Mais pour autant, aujourd'hui encore, il y a quand même beaucoup de vertus en fait dans ces expérimentations. Et expérimentation ne veut pas toujours dire développement informatique, hein. Expérimentation, ça peut être aussi d'aller challenger une valeur business d'un parcours qui est proposé aussi. On est toujours dans une logique de make or buy, hein. Donc, c'est-à-dire que d'ailleurs, il y a certains sujets d'IA qu'on a regardé d'abord en interne, où on a regardé aussi ce qui se faisait sur le marché, que ce soit avec des fintechs, avec des startups, donc dans une logique aussi d'open innovation. Et derrière, c'est aussi de pouvoir faire appel du coup à ses partenaires pour développer les nouveaux usages avec nous, quoi. Et donc, Merci. voilà. Non, merci. C'est un peu contre le mainstream en ce moment où
On a vraiment le discours de dire: «Ouais, bah, moi, il faut délivrer», mais effectivement, en fait, l'expérimentation fait partie des phases pour arriver, à la mise en production. Est-ce qu'avec un petit peu de recul, tu peux nous dire entre, ce que tu as observé, hein, heu, entre l'identification d'un use case, c'est-à-dire tu as rencontré, les business partners, jusqu'à la mise en production, ben, d'un cas concret, généralement, il se passe combien de temps? Alors, il y a, ouais, c'est assez, enfin, ça va vraiment dépendre C'est de ouais, hétérogène, ça ça va c'est-à-dire dépendre et cetera, voilà, considérant que, les données, sources sont disponibles, même si, derrière considérant que les données sources sont disponibles, qu'on est sur des modèles sur lesquels on a déjà commencé à faire des industrialisations, ça peut aller assez, rapidement. Alors, il y a des choses qui vont où l'ordre de grandeur, c'est les semaines, hein, voilà, sur les Mmh. modèles. Après, on va dire dans un cas classique, on va être sur, du 3-4 mois. En fait et c'est pas tant alors, ça c'est un point par contre qui est extrêmement important, hein, c'est pas tant, l'industrialisation au sens, la mise, sur le système d'information du modèle, de s'assurer du run et cetera, que la partie organisationnelle qui va en découler qui elle prend plus de temps. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand un data office se met, en place dans une organisation, dans un modèle hybride, donc c'est-à-dire que nous, comme je disais tout à l'heure, on va accompagner des métiers sur la mise en œuvre du coup de cas d'usage, de nouvelles formes de valorisation de données. Donc, là, ça va être, voilà, des nouveaux modèles, exploiter des nouvelles technologies, là, les technologies graphes aussi, pour, répondre à certains besoins qui nous sont exprimés par des métiers. Donc on est hybride de ce point de vue-là, et puis on est hybride aussi d'un point de vue, ce que je disais tout à l'heure, DSI. C'est-à-dire que, on a un service d'architecture de 8 personnes. Aujourd'hui, la plateforme data, donc on a modélisé les capacités, on a identifié toutes les technologies qui composent la plateforme data. C'est une soixantaine de technologies, c'est évidemment pas à 8 qu'on va gérer un parc applicatif, de cette taille-là. Et par contre, c'est extrêmement important, de travailler en synergie et en cohérence avec toutes les entités, de la DSI, qui vont contribuer à l'évolution de la plateforme data. Donc là, c'est là où on a mis, avec la mise en place du Data Office, une démarche transverse aussi, DSI pour, bah, s'assurer justement de cette cohérence-là. Et donc, aujourd'hui, quand on parle du coup de mettre en production un modèle, en fait, le fait de le mettre sur le système d'information, ça, en général, ça va assez vite. Par contre, de dire, en tant que data office, comment dirais-je, qui travaille dans un modèle hybride, c'est de dire: «Est-ce que c'est au data office de prendre la responsabilité, métier dans le run du sujet, et à long terme sur, tel et tel sujet?» Et en fait, tous les cas d'usage qui passent par le data office ne peuvent pas être en responsabilité directe, du data office. Et donc là, bah, il faut accompagner à, transférer les sujets, et c'est là où on est sur des sujets de, gouvernance, d'accompagnement. Et nous, on ne peut pas non plus juste dire, tiens, bah, en fait, on a développé un super modèle d'IA, maintenant tu le prends et tu es en responsabilité, sans accompagner. Et donc c'est là où il y a, aujourd'hui pas mal, encore de sujets d'accompagnement, d'acculturation, de formation, et puis aussi embarquer ces métiers-là au bon moment, parce qu'on va peut-être pas les embarquer à chaque expérimentation, mais peut-être, les embarquer à un moment où on fait une mise en pilote. Donc c'est ça aujourd'hui du coup le sujet d'identifier le bon moment aussi pour travailler ces sujets. Je comprends. Donc ouais, on est sur quand même du temps très long et toi, tu situes pas la fin du projet à la mise en production, informatique? Parce que ça peut aller vite. Ce que je comprends, c'est qu'au début, il y a le besoin de centraliser, on va dire, le besoin de le recueillir, de le faire mûrir, de faire de l'itération. Il y a une étude make or buy. Ouais. Une fois que c'est fait, on peut mettre en prod. C'est un peu mais là où c'est pas terminé pour toi, c'est que derrière, il faut accompagner, il faut éduquer et cette phase-là, elle fait partie aussi de la roadmap, de la stratégie et elle est à surtout pas Et négliger et c'est là où et c'est vraiment mis en prod pour toi. et tout dépend, encore une fois, hein, dans la diversité du coup des directions, des filiales avec lesquelles on va travailler. Des entités qui ont déjà des compétences, en data science, et on en a, bah, évidemment que ce transfert-là, il se fait, de manière beaucoup Facile. plus rapide. Et d'ailleurs, elles peuvent même être, les entités peuvent être, à l'initiative, et où nous, et avoir déjà des choses en production, et où on nous sollicite plutôt là pour, un apport du coup d'expertise sur, une méthodo, une livraison d'une certaine typologie de modèle. Donc, c'est difficile en fait, d'en faire du coup une généralité. Mais, effectivement, quand on est avec, des nouvelles entités, qui n'ont pas encore du coup ces compétences-là, et bien effectivement, c'est un accompagnement qui se fait dans du temps un peu plus long. Mais on a aujourd'hui, des très belles réussites, hein, là-dessus, qu'on a accompagnées dès le départ. Et une des entités avec laquelle on travaille beaucoup, c'est la direction de la conformité, sur l'aspect, innovation et data d'ailleurs.
Donc on a une direction de la conformité qui innove beaucoup et qui a aussi beaucoup de sujets sur des nouvelles formes de valorisation de données. Et en fait, qu'on a accompagné dans la formation du coup d'une collaboratrice en l'occurrence, qui a été jusqu'à de la certification avec un partenariat qu'on avait noué avec Télécom Paris. Et donc aujourd'hui encore, qui travaille en collaboration avec notre IA Factory. Et ça, ce sont des modèles qui marchent très très bien et qu'on essaye aussi du coup de dupliquer maintenant. On a pas mal de questions dans le chat. Promis, on va répondre à tout. J'ai 2-3 questions encore. Là, en fait, l'échange pourrait durer des heures, parce qu'il y a plein de choses. Il y a le modèle fédéré versus le modèle centralisé. Il y a plein de choses qui me viennent en tête, mais on va respecter la trame. Moi, je me rends compte que dans le monde de l'entreprise, la terminologie a beaucoup d'importance. Mm. Donc, je reviens sur ton parcours. Tu étais data scientist, tu es passé Head of Data Labs, puis responsable innovation et intelligence artificielle. Et là, il y a la terminologie de Data Office qui apparaît en 2022 et tu deviens Chief Data Officer. Est-ce que tu peux nous expliquer derrière uniquement le marketing, parce que souvent derrière les noms, il y a une raison derrière. Mm. Comment on est arrivé à ce stade-là? J'ai l'impression que ça suit un peu la maturité data au sein du Crédit Mutuel Arkea et pourquoi aujourd'hui on parle de Data Office et plus de Data Lab. Alors, en fait, sur les premières étapes, je pense que vous avez compris, il y a un service data lab, un service innovation, pas mal de similarités dans les enjeux, dans le mode de fonctionnement et en plus, du coup, pas mal d'adhérence sur un certain nombre de sujets. Donc, assez logique de les regrouper au sein du coup d'un département, le département innovation IA. Et du data lab, en fait, on a identifié deux sujets sur lesquels ça intervenait, qui étaient un petit peu un fourre-tout, qui était la partie data architecture et la partie IA Factory. Et puis en fait, 2020, début de l'exercice du coup de notre plan stratégique à horizon du coup 2024. Et puis en fait, quand on regarde du coup les initiatives, un plan stratégique, ce sont des initiatives qui remontent un peu de toutes les entités du coup de l'organisation et où de manière assez évidente, le sujet de la data est globalement omniprésent dans toutes les entités. Et puis avec du coup un positionnement du département innovation IA qui est de toute façon, nous, notre positionnement, il est bien d'accompagner à la fois sur la mise en œuvre, l'identification, la mise en œuvre du coup de cas d'usage et d'accompagner aussi sur les évolutions qui sont requises d'un point de vue plateforme data. Donc là, d'ailleurs, dans le wording, hein, toujours pareil, on distingue la partie cas d'usage qui va être plutôt orienté métier et évolution des capacités de la plateforme qui va être plutôt liée à l'évolution d'un point de vue du socle IT. Et puis en fait, il y avait aussi une initiative transverse. Il y a 7 initiatives emblématiques du plan stratégique et dont une qui était sur le fait de garantir un usage responsable et transparent des données de nos clients. Et donc, qui était une initiative identifiée assez clairement aussi dans le plan stratégique. Et donc, bien, au final, en partant de quelle était la situation, comment est-ce qu'on pouvait aller encore plus loin pour répondre à cet enjeu du coup du groupe, un enjeu transverse de comment est-ce qu'on valorise encore du coup davantage la donnée et comment est-ce qu'on catalyse tout simplement ces sujets-là, eh bien, il était assez naturel en fait de proposer une organisation avec la mise en place d'un data office qui allait fonctionner de manière hybride et pour lui donner aussi cette légitimité-là d'accompagner et d'avoir des moyens aussi pour pouvoir accompagner ces cas d'usage. Aujourd'hui, on est en capacité, donc on a des compétences à mettre en face du coup des sujets qu'on va adresser, mais on a aussi du coup des moyens pour amorcer les sujets. Et ça, c'est aussi un point qui est assez important et intéressant parce qu'encore une fois, en tant qu'entité transverse, en général, on va travailler avec des entités qui ont leur roadmap, leurs objectifs et on va dire et qui et en fait, d'aller chercher aussi du coup des sujets, c'était le sujet un peu de sponsoring que j'évoquais au départ. Il faut vraiment être en capacité d'aller expliquer pourquoi est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à aller travailler ensemble parce qu'on peut apporter du coup des moyens complémentaires. Voilà. Donc c'est ça qui a donné lieu. C'est vraiment l'exercice d'un plan stratégique qui a donné lieu à la mise en place du coup du data office. Ok. J'ai 2 dernières questions et après on procède aux questions. Première question de mon côté. En fait, de manière assez naturelle, tu as expliqué ton activité par le fait que tu avais plein de métiers différents. Mm. Tu as celui de communicant pour aller évangéliser et puis trouver les cas d'usage. Un peu comme un entrepreneur, moi, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le même métier en fait. Faut aller trouver des business, typiquement. Tu as le métier d'architecte
parce que tu as beaucoup parlé d'architecture, tu as la gestion de projet, tu as plein de choses. Maintenant, toi, en tant que Chief Data Officer, qu'est-ce qui te consomme le plus de temps dans l'ensemble de tes activités? Tu as celui de recruteur, tu as celui de... Bref, tu as plein de casquettes différentes. Quelle est la casquette qui te sollicite le plus en ce moment? Euh, sur le volet recrutement, aussi, enfin, comment dirais-je, aussi étonnant que ça puisse paraître, aujourd'hui, on arrive quand même à avoir un certain nombre du coup de CV et donc Ok. aujourd'hui et des équipes qui sont bien staffées. Donc évidemment, on a toujours cet enjeu parce qu'en plus, on a besoin d'aller chercher du coup des nouvelles compétences, etc. Mais je pense que dans les discussions qu'on va avoir, c'est pas forcément euh, que je vais avoir avec d'autres Oui, chief data officers, c'est pas forcément notre problématique première à l'instant. oui. Ça, c'est quand même c'est peut-être aussi lié, on va dire, à notre implantation voilà, dans un territoire qui est Bretagne, en c'est ça. province, etc. Euh, Aujourd'hui, pour répondre à ta question, on a toujours, et je pense qu'on aura toujours cet enjeu du coup d'expliquer, de faire prendre du recul sur la démarche globale, parce qu'encore une fois, ben, on va travailler avec des entités qui ont leur quotidien, qui ont leurs problématiques au quotidien, et ben, que ce soit des équipes côté métier, ou de dire, bon bah voilà, est-ce qu'on peut... Enfin, voilà la logique derrière la mise en place du coup du data office, voilà les réalisations qu'on a pu mettre en place avec d'autres entités et qui pourraient du coup vous intéresser. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire. Et, et de là, en fait, on tire une ficelle assez longue, c'est-à-dire qu'il va y avoir les points de synchronisation avec les relais data qu'on va avoir dans les entités, donc qui prend du temps. On va avoir ben, comment est-ce qu'on réussit aussi à... Là, ça, c'est un des gros enjeux du coup sur 2023, c'est mettre en place un plan de formation data au sens large. Et là, du coup, on est bien conscient de dire, bah, attention, il va falloir adresser l'expert data scientist qui souhaite continuer à monter en compétences et aller sur des sujets d'expertise à des sujets plutôt d'acculturation, de sensibilisation. C'est pas parce qu'on a fait un premier programme data qu'il ne faut pas continuer à le faire. Donc, c'est de réussir à faire durer du coup cette dynamique-là. Voilà, et c'est de toujours rappeler qu'en fait, tout ça, c'est fait dans un tout qui est cohérent. Et ça, ça prend toujours pas mal de temps. Ouais. Non, mais pour moi, c'est hyper clair et hyper intéressant. J'ai vu que, en résumé, tu dis que ce qui prend le plus de temps de ressources, c'est aller expliquer, évangéliser, rencontrer en interne. Et c'est vrai qu'il y a certains chief data officers avec lesquels j'échange qui, des fois, sont fatigués. Se disent, mais en fait, j'ai l'impression de faire que ça de ma journée. Et en résumé, c'est le job, en fait. Plus on évolue et plus on se rend compte avec les années, parce que c'est un poste qui est nouveau, mais il y a de plus en plus de maturité, que c'est une partie intégrante, extrêmement important du job. Et c'est ça qui permet derrière d'avoir les sujets, des cas d'usage, etc., etc. Mais ça peut être fatigant parce que des fois, on a l'impression de répéter un peu souvent la même chose. Pour autant, tant que ça continue et quand on prend le recul et on se dit, ah, ça a quand même évolué du coup ces derniers mois parce que bah, on a réussi à adresser des nouveaux cas d'usage, on a réussi à faire évoluer aussi du coup des postures. Alors, au final, il faut quand même, enfin, il faut prendre le temps, je pense aussi, de prendre le recul et de voir la façon dont ça évolue d'une manière globale, quoi, pour pas justement trop s'épuiser, quoi. Enfin, Excellent. J'ai ma dernière question avant ça, un petit commentaire. C'est un peu intéressant pour l'audience. On voit en termes de timeline entre le fait d'avoir déjà la data platform, les fondamentaux prêts, ça a pris quelques années. Toi, tu es arrivé, on était au stade où on identifie quelques cas d'usage. Ensuite, on a mis en production des cas d'usage, on a démontré la valeur. Il y a le Data Labs qui est passé Data Office, c'est-à-dire qu'on a grandi, on a recruté, on a marqué notre empreinte dans le groupe. Bah là, il y a 6 ans, en fait, qui sont passés. Donc, ça se fait. C'est à la fois rapide et à la fois, ça dépend d'où on se place. Et à la fois long. Donc, on est vraiment sur un temps long. Et ce qui est appréciable dans ton parcours et chez le Crédit Mutuel Arkea, c'est que tu as gravi les échelons. Donc, on a misé sur les personnes en interne plutôt qu'à un moment donné de se dire, bon, je ne dis pas que l'inverse est faux, hein, mais il faut aller chercher de la compétence à l'externe. Mais c'est beau aussi dans le parcours que toi, individuellement, tu as grandi en même temps que la maturité data au sein du Crédit Mutuel Arkea et tu nous as expliqué comment tu avais procédé. Ma dernière question est simple. Qu'est-ce que tu ferais différemment en 2022 par rapport à ceux qui rentrent, Chief Data Officer, ils ont débuté, etc., ou ils ont débuté il y a un an, ils sont dans... Est-ce qu'il y a des choses que toi, avec le recul, tu dis, ouais, c'est peut-être pas comme ça que je le ferai aujourd'hui? Aujourd'hui, comment dirais-je, une des choses sur enfin, mais ça va vraiment, encore une fois, dépendre du coup de la structure, etc.
enfin, l'aspect formaliser la responsabilité, enfin, la responsabilité du coup des alors sur la partie, là, je parle de la partie modèle, hein, plutôt développement du coup des modèles d'IA, etc. Euh, qui prend la responsabilité du coup lorsque le run sera en place? C'est Moi, je suis assez mitigé. C'est-à-dire que je me rends bien compte que là, effectivement, c'est important du coup de le clarifier, enfin, du coup, d'avoir l'échange assez rapidement. Mais par contre, si on l'amène trop tôt aussi, bah, le risque, c'est que ça peut être un killer d'innovation et de l'expérimentation. Et donc ça, c'est quelque chose qui est Ok. assez subtil, je pense. Voilà, et c'est là aussi où je pense qu'on attend aussi les data officers de sentir un petit peu les choses. Je pense que d'une manière générale, sur les métiers de la data, sur les métiers d'innovation, il y a beaucoup de soft skills en fait qui vont autour de ces métiers-là. Et je pense que ça fait partie un peu aussi des choses, c'est de dire, on a bien en tête que à un moment donné, il va falloir savoir qui va être en responsabilité, comment dirais-je, du modèle. Maintenant, attention, faut quand même s'autoriser à faire des expérimentations parce que sinon, on travaille pas du coup les nouveaux cas d'usage, etc. Donc ça, c'est un point. Et puis après, mais ça, c'est plus parce que les choses ont beaucoup évolué sur le préciser le contenu des missions, en fait, quand on est en recrutement. C'est-à-dire que bah, être data scientist il y a 4 ans dans un data lab où il y avait des gros enjeux de justement aller tester pas mal de choses, aller challenger un peu l'état de l'art. Et maintenant où bah, il y a aussi beaucoup de sujets data qu'on va travailler comment dirais-je, en bail ou avec des partenariats, ben, ce sont et sont plus forcément du coup les mêmes data scientists ou les mêmes compétences qu'on va actionner. Les deux ont beaucoup du coup d'intérêt. Faut juste être clair du coup dans les rôles qui vont être proposés du coup aux candidats. Ça, je pense que c'est aussi un point important. Voilà. Bah top. En résumé, ouais, si tu avais quelque chose à peut-être un petit peu plus clair sur la gouvernance, mais dans le même temps, c'est garder cette souplesse aussi dans la définition des rôles et responsabilités Oui, au moment du run. Et puis, bah, bien définir les missions et les profils ouais, à complètement. recruter. Et ça a évolué. Les profils qu'on recrutait en 2019 sont plus les mêmes qu'on va recruter en 2022. Ça a évolué. Et ça fait bah, l'objet d'ailleurs de beaucoup de consultations qu'on organise avec HubAdvice. J'en Et ai sur les fini. défis, sur les défis quand même, hein, l'enjeu c'est quand même de réussir à garder cette dynamique, tout en disant bah attention, on continue de transformer, même si on est parfois sur des cas d'usage. J'ai eu la question l'autre jour sur, mais du coup, l'IA, c'est dans le secteur bancaire, c'est toujours l'IA sur de la fraude. Oui, et c'est loin d'être une tare, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un des sujets sur lesquels l'IA est arrivée parce elle apportait du coup des résultats assez probants et assez rapidement. Aujourd'hui, ben, on a des modèles qui s'adaptent, on a des nombres de problématiques aussi qui se multiplient et l'IA est toujours pertinent et performant du coup sur ces problématiques-là. Donc, ça, c'est voilà, et d'être en capacité de l'expliquer parce que assez rapidement, autrement, on pourrait dire bon, bah, du coup, on fait de la fraude, mais on fait que ça. Non, c'est pas aussi simple que ça. Et puis après, il y a cet enjeu du coup de rendre visibles les travaux et toutes les contributions qui sont faites, notamment en tant qu'entité transverse. Aujourd'hui, animer le catalogue des sujets ou des data products sur lesquels on intervient, c'est extrêmement important. Tant d'ailleurs dans les expérimentations bah, qui au final n'iront pas plus loin, et de dire pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus loin, que dans ce qui est effectivement mis en production et avec des déploiements du coup à l'échelle. Ça, c'est extrêmement important pour les entités transverses en particulier. Ouais, donc toujours être en veille business sur qu'est-ce qui se passe dans mon industrie pour que la data et l'IA soient un très bon levier. Ça, c'est Et pour nous, pour être moteur. Nous, bien pour être sûr, moteur, on a besoin de cette veille-là. Mais sans, on va dire au-delà de ça, c'est les sujets sur lesquels on est amené à contribuer. Il faut qu'on les mette en visibilité des autres entités du groupe parce qu'à un moment donné, il faut toujours, bah, d'une certaine manière, prouver la valeur quoi, du coup, et exactement. de Il y a l'apport de toujours l'entité. cet exercice de communication qui est hyper important. Merci beaucoup, Maxime. Maxime, j'ai fini avec les questions de mon côté. Et Ouais. là, on prend les questions de l'audience. On va faire par ordre chronologique. Hop, la première question. Michel, et comment avez-vous géré la frustration des métiers non identifiés comme les premiers cas d'usage? Euh, on n'a pas vraiment eu cette problématique. Enfin, j'ai pas souvenir de métiers qui sont venus me dire, tiens, en fait, vous avez travaillé sur tel cas d'usage avec telle filiale, et alors qu'on avait aussi vraiment, hein, et au contraire, parce que si ça, enfin, ouais, si ça avait été le cas, on aurait été en capacité du coup d'accompagner. On n'a pas eu de problématique de capacité à faire de sujets déjà sponsorisés.
Donc, et ça peut paraître étonnant, hein, mais vraiment, ce sujet du coup de sponsoring de sujets, euh, on n'a pas eu à décliner du coup des sujets sponsorisés, vraiment. OK. On a pas mal de questions, donc ça rejoint la question de Amine, ça rejoint la question de Samir, et ça rejoint la question de Thibaut sur des exemples, de cas d'usage, et de comment, vous avez réussi à comment tu as réussi à mesurer, vous avez réussi à mesurer collectivement la valeur. Alors, il y a 2 questions là-dedans. En fait, aujourd'hui, du coup, on va vraiment travailler, on a distingué un peu les grandes familles, du coup, d'usage. On va avoir tout ce qui va être de l'ordre de ce qu'on a qualifié, du coup, de l'opération. Donc, à la fois la partie, cœur bancaire, donc j'en ai déjà parlé sur la partie, fraude, LCB, gel des avoirs, donc lutte contre le blanchiment d'argent, financement du terrorisme, et cetera. Donc là, très lié à la partie fraude assez naturellement. On va avoir des sujets du coup liés à la partie conformité, la façon dont on peut traiter aussi un certain nombre du coup, de documents, dont on va pouvoir utiliser l'IA pour détecter des données personnelles et donc lutter contre la partie, enfin aider justement sur le volet RGPD. On va avoir du coup de l'analyse de documents également. Donc pas mal de sujets de ce côté-là. Et puis sur d'autres cœur business sur la partie octroi de crédit. Aujourd'hui, ça reste quand même cœur d'activité bancaire. Et eh bien, c'est aussi la mise, comment dirais-je, la mise en œuvre de l'IA sur ces thématiques-là. On va ensuite avoir, toujours dans ce volet opération, l'IA au service des fonctions support, donc l'IA for IT, l'IA for RH, où on a pas mal de cas d'usage sur des sujets du coup liés au monitoring de notre système d'information. Comment est-ce qu'avec l'IA, on arrive à avoir des indicateurs, des sondes qui sont plus sensibles que ce qu'on pouvait avoir jusqu'à présent. Comment est-ce qu'on va travailler sur des rapprochements de CV vis-à-vis du coup d'offres d'emploi. Donc on a ce genre du coup de thématique. Et puis après, il y a tout ce qui va être autour de l'expérience client, où là on a le sujet du coup de la connaissance du client. Donc là où comment dirais-je, sur les structures qui ont des équipes marketing, c'est aussi du coup le cœur de leur activité. Et là, on est plutôt à apporter éventuellement des apports méthodologiques ou avec des nouvelles façons de modéliser. Et donc, on va travailler en collaboration avec ces équipes. Et puis après, il y a tout ce qui va être nouveaux produits, nouveaux services. Là, sur des exemples récents, on a le fait d'avoir développé, là en partenariat, alors on avait commencé en interne, puis on le fait en partenariat sur comment est-ce que j'estime un impact carbone sur la base d'un relevé de transaction bancaire. Donc, c'est-à-dire j'ai le libellé, le montant, la date, et est-ce que je suis en capacité d'estimer une mesure d'impact carbone. Alors avec évidemment plein de proxys et pas mal du coup d'approximations. Néanmoins, c'est quand même assez intéressant parce que alors déjà, c'est de donner des clés de lecture. Il faut être vigilant de ne pas être dans de la moralisation ou dans de la sensibilisation. On donne des clés de lecture aux clients. Et ensuite, l'enjeu, c'est de dire, au final, l'intérêt du coup d'avoir cette vision-là quand même sur un relevé de compte, c'est qu'on a une vision qui est agrégée. Évidemment, on n'a pas la donnée la plus précise parce que des retailers vont avoir des données de détail de tickets de caisse. On n'aura pas ce niveau de détail. Pour autant, on aura une donnée d'une transaction dans la grande distribution et on aura aussi du coup des données sur la consommation chez EDF par exemple. Donc en fait, on a une vision quand même agrégée qui a un aspect quand même intéressant. On a développé des services de bots également qui permettent de traiter un certain volume du coup d'interactions et qui sont toujours en complément d'assistants ou de conseillers humains derrière. Et j'ai vu qu'il y avait des questions aussi sur la partie IA au service des enjeux de données extra-financières aujourd'hui sur typiquement des données autour des DPE, sur les données autour de la controverse aussi. On a développé des choses sur le fait de développer un moteur de recherche de controverse. Aujourd'hui, quand on va faire des partenariats avec soit des fournisseurs, soit des clients grands comptes, eh bien, on va regarder si on s'expose ou non du coup à de la controverse. Ça, on avait développé des choses du coup en interne. On a aussi challengé du coup le marché et là, on part sur une solution du coup de marché. Mais au final, quand on part sur une solution de marché en ayant travaillé déjà le sujet en interne, eh ben, on a tout un tas de questions qui viennent beaucoup plus naturellement et où on peut aussi challenger du coup les solutions et les éditeurs. Donc, c'est une démarche qui est, à mon sens, intéressante. Aujourd'hui, hein, sur des cas d'usage, on en a à l'instant T, on en a une quarantaine qui sont en cours, donc je peux pas faire non plus du coup la liste, Bien sûr. Ouais, après, non, mais mais c'est j'espère que ça donne quand même une vision globale. Et après, sur la partie valeur, qui était l'autre volet du coup de la question, sur en fait, on nous dit souvent, bon, effectivement, le ROI systématique derrière les cas d'usage. Alors, oui, on va essayer du coup de systématiser, on essaie vraiment du coup de systématiser
la notion du coup de valeur derrière chacun des cas d'usage, et d'ailleurs plus que le volet purement ROI, parce que rien que le groupe s'est doté d'une performance globale qui va lier performance financière et extra-financière. Donc dans cette logique-là, si je reprends l'exemple du moteur de recherche de controverse, eh bien, on va aller identifier un risque d'image, et donc on va y associer quand même une valeur. De là à dire que c'est un ROI derrière, etc. Mais on systématise vraiment du coup cet exercice-là. Il faut bien avoir en tête que ça dépend encore une fois de la maturité. Quand on est en phase d'idéation, on va pouvoir réfléchir à où est-ce qu'on va aller qualifier cette valeur-là. Et ensuite, quand on est en production, bah, c'est comment est-ce qu'on la mesure concrètement, et comment est-ce qu'on la matérialise. On a certains sujets sur lesquels c'est extrêmement simple, hein, enfin, voilà, sur des sujets, bon, comment dirais-je, de fraude ou d'investissement ou de ce genre de choses, c'est beaucoup plus facile à faire. Écoute, c'est clair. Et effectivement, ça va dépendre du cas d'usage. Comme par exemple le traitement de CV, ben, ça va faire économiser du temps à la direction du RH et aux équipes de recrutement. Et là où c'est intéressant, c'est que tu as répondu aussi à la question d'Emilie, qui parlait des cas d'usage sustainability et climat. C'est que dans les nouveaux services, les nouveaux produits que vous proposez, typiquement, donc si j'ai compris, moi je suis chez le Crédit Mutuel Arkea. Bah, tu as vu que je suis parti plusieurs fois chez Carrefour Auchan, tu as vu que j'ai pris un billet d'avion, que je suis parti en Espagne, n'importe quoi pendant le mois. Bah, vous êtes capable de me dire, bah, à la fin du mois, ton bilan carbone, Ismail, c'est ça. Et face à une population qui est de plus en plus green aware, c'est important et c'est vrai que c'est un différenciateur par rapport à des banques traditionnelles. Et là, c'est bien dire, évidemment que c'est une estimation, parce qu'on Bien ne sûr. dispose que de l'information libellée et montant. Néanmoins, ça permet du coup d'avoir une vision agrégée et surtout de challenger potentiellement une évolution. Donc ça, c'est plutôt. Et après, ça, c'est le volet un peu comment est-ce qu'on le met enfin, dans des produits, dans des offres directement. Mais en fait, il y a aujourd'hui, on a un grand programme de collecte des données extra-financières. Et donc qui est en co-direction entre justement le data office et la direction financière. Et donc là où on a un certain nombre du coup de données à aller collecter pour répondre à des enjeux réglementaires, mais également du coup de pilotage de notre stratégie. Et là, en fait, c'est comment est-ce qu'on peut mettre ces nouvelles formes du coup d'exploitation de données au service de ces sujets de collecte. C'est typiquement le cas sur les données des DPE, par exemple. L'exemple de la recherche de controverse s'inscrit également du coup dans cette logique-là. Donc, voilà, on a pas mal de choses, pareil sur l'accompagnement des populations en situation fragile. C'est pareil, il y a aussi la possibilité de capitaliser sur ces nouvelles capacités. Maxime, je t'ai posé beaucoup de questions, tu as posé beaucoup de questions, il en reste deux. Pas de souci. Alors, je prends celle de Emeline d'abord, avant de prendre celle de Guillaume. Emeline qui nous demande: ne travaillez-vous que sur des cas IA? Non, non, non. Et là, j'ai un exemple très. En fait, et c'est pour ça d'ailleurs que on parle. Donc, le data office, sa promesse est d'accompagner du coup la valorisation des données. Et donc, sur la partie accompagnement des métiers, on parle cas d'usage de valorisation de données. Et donc, typiquement, là, sur certains sujets, quand on a accompagné du coup une entité, on a identifié que le sujet il était plutôt lié à des capacités offertes par les bases de données graphes. Donc voilà, il y a un socle néanmoins du coup sous-jacent qui est un socle du coup technologique. Et donc là, on est en train de travailler à comment est-ce qu'on peut, en exploitant cette techno-là, répondre à un enjeu du métier qui nous a sollicité. Donc ça, c'est un exemple, hein. Après, effectivement, lorsqu'on va travailler sur des ateliers d'idéation, on essaye de faire un peu ressortir du coup les grandes priorités en partant vraiment des besoins du métier. Alors, on a fait une présentation, on va dire un peu plus tôt dans la matinée sur la partie IA, nouvelle forme de valorisation de données. Mais en fait, derrière ces cas d'usage, parfois on se retrouve et en fait, ce cas d'usage-là, il est adressé par la mise en place d'une solution de reporting ou par une évolution des capacités de la plateforme avec davantage de data vis ou de self-serve data. Et bien, au final, on l'identifie quand même et on accompagne. Après, sur la mise en place du coup d'un outil de reporting, il y a déjà des briques existantes sur le système d'information. Et là, dans ces cas-là, c'est de faire aussi le routage vers les bonnes équipes et qui vont pouvoir accompagner, quoi. Top. Et puis, Guillaume, pouvez-vous nous expliquer l'organisation centrale versus locale des business data analyst, data scientist, data lab? Voilà. Alors, aujourd'hui, du coup, le Data Office, donc c'est un regroupement du coup d'expertise en data science, en data engineering, data architecture, en développement aussi avec le côté innovation. Et donc, on se met au service des différentes entités du groupe, entité, direction,
qui peuvent ou non avoir des compétences en data analyse ou en data science. Et dans ces cas-là, ben, quand on est sur une entité qui va avoir un data analyst et un relais data, ben, on va aller travailler avec lui sur, déjà, on va s'assurer qu'il y ait un premier niveau de compréhension des sujets derrière l'IA, etc. Mais lui, c'est un super relais parce que il a bien en tête les problématiques du coup des métiers. Donc ça, c'est en général des choses euh, qu'on aime bien. Et puis après, du coup, il y a les équipes qui sont déjà staffées en data science. Alors, il n'y en a pas non plus des centaines, mais là, dans ces cas-là, c'est comment est-ce que on s'assure que les produits qui sont développés dans ces équipes peuvent être mis aussi en visibilité d'autres organisations qui pourraient avoir du coup des besoins similaires. Et puis aussi de dire, attention, on a des capacités, on a des compétences qui peuvent être mis aussi à votre service parce que on a des compétences différentes en termes de modélisation, hein. Quelqu'un qui vient de la modélisation, enfin, du data mining, de l'analyse de la connaissance client, potentiellement, il ne sera pas forcément expert de tous les modèles de deep learning qui peuvent aussi avoir du sens sur certains sujets. Donc, on est vraiment du coup dans cette complémentarité-là. Top. Merci beaucoup, c'est clair. Une dernière question de mon côté avant de clôturer. Qu'est-ce que tu penses de Hub Advisor? Eh bien, écoute, non, franchement, je suis ravi déjà d'avoir pu participer du coup à ce webinaire. J'ai hâte de pouvoir participer en tant que, comment dirais-je, auditeur également. Et donc, non, je trouve la démarche très, très pertinente, hein. Je suis moi-même du coup administrateur aussi du coup de Meetup sur mon, sur mon temps personnel et je trouve ces retours d'expérience en général assez intéressants. J'espère en tout cas qu'il l'aura été pour les différentes personnes autour du webinaire. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Ouais, il y a Guillaume qui déjà te remercie. Top. Effectivement, merci, très éclairant. On a de très bons feedbacks. Je te remercie énormément, Maxime. Je te retiens pas plus longtemps. Merci à C'était vous. vraiment un plaisir, hyper clair, hyper précis. Et puis, je te souhaite le meilleur et je souhaite le meilleur à tout le monde qui nous a écoutés aujourd'hui. On reviendra vers vous. L'idée, effectivement, c'est la richesse dans l'échange. Donc, on vous contactera prochainement pour en savoir plus sur vous et sur vos stratégies data respectives. Très bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.